En à peine 7 minutes, pas une de plus, l'histoire a pris un virage que personne n'avait vu venir. À peine Poutine avait-il terminé son classique numéro de domination verbale, avec ce ton glacial et cette morgue qu'il affectionne tant, qu'il savourait déjà ce qu'il croyait être un énième triomphe de peur infligée. Il guettait, comme à son habitude, le mutisme respectueux, presque servile des puissances occidentales, trop habituées à courber l'échine devant sa brutalité. Mais cette fois, le script ne s'est pas déroulé comme prévu. Sébastien Lecornu, sans tambour ni trompette, s'est levé. Et en quelques mots, il a fait ce qu'aucun chef d'État n'avait jamais osé transformer le théâtre de la terreur en scène d'humiliation pour son metteur en scène. Ce n'était plus une joute diplomatique, c'était un renversement de rôle brutal. Là, à Bali, sous les projecteurs du monde entier, le prédateur est devenu spectacle et l'intimidateur, l'objet de sa propre farce. Ce matin-là, l'atmosphère dans la salle de conférence géante aurait pu être découpée au couteau. Les 20 chefs d'État les plus puissants du globe s'étaient donné rendez-vous pour ce qui, sur le papier, devait être un sommet économique classique. Mais personne n'était dupe. En coulisses, ce G20 s'annonçait comme un véritable duel idéologique, d'un côté les démocraties occidentales, de l'autre Vladimir Poutine et son empire autoritaire. Une confrontation explosive entre le langage diplomatique et les démonstrations de force. Poutine, fidèle à lui-même, avait fait une entrée millimétrée. Accompagné de sa garde rapprochée et de ses conseillers au regard figé, il incarnait cette froide assurance devenue sa marque de fabrique. Il pensait, comme à son habitude, faire plier l'audience par sa rhétorique menaçante et ses insinuations voilées. Ce qu'il ignorait, c'est qu'en face, un homme s'était préparé pour lui répondre avec une précision chirurgicale. Sébastien Lecornu n'était pas venu pour écouter. Il était venu pour frapper fort. Et il avait affûté sa riposte depuis des semaines. Sébastien Lecornu n'avait pas fait tout ce chemin jusqu'à Bali pour se contenter de subir les gesticulations d'un autocrate en fin de règne. Non. Il était là avec une idée claire, prouver que l'intimidation a ses limites et que même les plus puissants tyrans peuvent être remis à leur place. Ce plan, il l'avait gardé secret. Du moins presque. Car à en juger par le petit sourire en coin d'Emmanuel Macron, il y en avait au moins un qui savait que quelque chose se préparait. Le choc ne tarde pas. Dès que s'ouvre la session consacrée à la sécurité internationale, Poutine entre en scène comme un acteur rodé à ses effets. Avec cette prestance glacée et ce ton empreint de suffisance, il entame son monologue favori. Sa voix résonne dans la salle. « Mes chers collègues !» balance-t-il avec un air de prédateur poli. S'ensuit un cocktail habituel d'accusations voilées et de menaces à peine déguisées. L'OTAN qui provoquerait l'Occident irresponsable, l'aide à l'Ukraine vue comme un affront. Le tout assaisonné d'un avertissement. Les représailles seront imprévisibles. Son objectif est clair, tétaniser l'Assemblée et rappeler à tous qu'il détient les clés d'un arsenal nucléaire capable d'anéantir des continents. Il croit avoir la salle dans sa poche, sûr de son effet persuadé, que chacun retiendra son souffle sans broncher. Mais un grain de sable vient enrayer la machine bien huilée. Lecornu, lui, ne joue pas le même rôle que les autres chefs d'État. Tandis que certains baissent les yeux, d'autres griffonnent mécaniquement dans leur carnet, le ministre français lui lève les yeux et plante son regard dans celui de Poutine. Un regard franc, direct, chargé d'une intensité presque électrique. Et quand le monologue menaçant s'achève, c'est avec une simplicité cinglante qu'il lance « C'était tout votre petit spectacle, monsieur Poutine. » Le mot « spectacle » claque comme une gifle sonore. La salle se fige. On n'a jamais vu quiconque s'adresser ainsi à l'homme du Kremlin. « Permettez que je réagisse à cette mise en scène », ajoute-t-il en se levant lentement. Et là, tout bascule. Les 7 minutes qui suivent vont faire trembler l'ordre établi. Monsieur Poutine, commence-t-il, d'un ton d'une sérénité glaciale qui tranche violemment avec la posture belliqueuse du Russe. Laissez-moi vous éclairer sur une distinction fondamentale entre un véritable leader et un vulgaire tyran. Premier impact. L'auditoire suspend sa respiration. Jamais personne n'avait osé utiliser le mot « tyran » en pleine lumière face à lui. Un leader suscite le respect par ce qu'il accomplit. Un tyran, lui, se nourrit de peur pour asseoir son autorité. Alors dites-moi franchement, où vous situez-vous dans ce tableau ?
Poutine tente de répliquer, mais Lecornu le coupe net. Des provocations occidentales vraiment. Parlons plutôt de vos expéditions militaires. Géorgie en 2008, Crimée en 2014, Ukraine en 2022. 3 agressions. 3 violations majeures du droit international. Voilà votre véritable héritage. Chaque mot tiré par Lecornu est une flèche et chacune atteint sa cible avec une précision chirurgicale. Pendant ce temps, les caméras de CNN, de la BBC et de toutes les grandes chaînes du monde capturent chaque seconde de cette scène surréaliste comme si l'histoire s'écrivait en direct. Vous brandissez des menaces floues, ironise Lecornu implacable. Alors laissez-moi vous exposer les résultats concrets bien réels de votre politique. Il énumère impitoyable, rejet global, économie en ruine, exode massif des cerveaux. Voilà ce que vous avez semé. Vous avez transformé la Russie en pestiféré de la communauté internationale. Face à lui, Poutine, l'homme qui a bâillonné tant de salles par la peur, sans que cette fois le rapport de force lui échappe. Car en face, ce n'est ni un diplomate timoré, ni un chef d'État hésitant, c'est un combattant qui frappe net sans détour. Vous souhaitez discuter sécurité mondiale. Soit, qui selon vous parle d'armes nucléaires contre des civils qui empoisonnent ses opposants au-delà des frontières, qui alimentent les réseaux terroristes à l'échelle globale. Lecornu marque une pause, puis assène « Ne jouons pas aux devinettes. Tout le monde ici connaît la réponse. Ce n'est plus une remarque, c'est une déflagration. Une onde de choc traverse la salle. Les dirigeants figés peinent à croire ce qu'ils viennent d'entendre. Quelqu'un vient de briser le tabou ultime de balancer les vérités crues au visage de Poutine, là en plein jour devant la planète entière. Et Lecornu ne s'arrête pas là. Avec une pointe de dégoût soigneusement dosée, il enfonce le clou. Ce qu'il y a de plus pathétique dans tout ça, monsieur Poutine, ce n'est pas votre discours, c'est votre peur. Il marque une pause, puis tranche. Vous planquez votre faiblesse derrière des ogives nucléaires parce que vous savez très bien que sur un champ de bataille classique, votre armée n'a pas les moyens de tenir debout. Silence de mort. C'est le coup fatal, le point de non-retour. L'humiliation est totale. La référence implicite au revers russe en Ukraine pulvérise la façade de contrôle du Kremlin. Le visage de Poutine vire au gris. Il vacille intérieurement et même physiquement, ses mains jusqu'alors figées se mettent à trembler. Lui, l'homme qui incarnait la domination glacée, semble perdu, exposé, vulnérable. Pour la première fois, le prédateur chancelle devant ceux qu'il voulait dominer. Vous travestissez les faits, murmure Poutine, comme accroché à la dernière branche d'un arbre qui tombe. Lecornu l'achève d'un regard glacé, un rictus presque moqueur au coin des lèvres. « Ah bon? Et dites-moi qu'est-ce que je falsifie exactement ? Vos déboires militaires en Ukraine, le fiasco de Kiev que votre armée n'a jamais su conquérir, vos officiers supérieurs qui tombent un à un comme des dominos, ou bien la retraite express que vous avez improvisée à Kharkiv. Chacune de ces phrases est un coup droit au menton. Et Poutine encaisse, vacille, mais ne parvient plus à reprendre la main. La Russie protège ses intérêts légitimes, articule-t-il enfin, dans un effort pour sauver la face. Mais Lecornu l'interrompt tranchant. Des intérêts légitimes? Sérieusement tuer des civils, c'est légitime. Réduire en cendres des hôpitaux, c'est ça votre définition de la sécurité. Et l'enlèvement d'enfants ukrainiens, vous appelez ça comment? Une mission humanitaire, peut-être? La liste glaçante des atrocités russes s'égrène dans un silence de cathédrale. L'assistance pétrifiée assiste à un démontage méthodique chirurgical de l'image que Poutine s'est bâtie pendant des décennies, et puis tombe le verdict. Droit tranchant implacable, monsieur Poutine, vous n'avez rien d'un chef d'État. Vous êtes un criminel de guerre déguisé en président tranche Lecornu, d'un ton aussi froid qu'un scalpel. Il fait une pause, puis ajoute avec une intensité presque solennelle « Et qu'on soit bien clair, la France n'a pas peur de vous. » Un vide sonore envahit la salle. L'homme qui avait glacé l'Europe d'un seul regard reste là, figé, désemparé. Aucun mot. Seulement ce visage décomposé entre humiliation et fureur que même les photographes les plus chevronnés n'avaient jamais réussi à capturer. Mais Lecornu ne relâche pas la pression.
Il avance implacable vers la délégation russe. Vous voulez savoir ce qui vous attend. Très bien, je vais vous l'expliquer sans détour. Et il déroule calme et tranchant. La France poursuivra son soutien militaire à l'Ukraine jusqu'à votre chute. Les sanctions seront durcies jusqu'à l'asphyxie totale de votre économie. Et vos crimes, poursuivis devant chaque tribunal international jusqu'au dernier. Poutine tente une ultime réplique presque désespérée. Vous jouez avec le feu nucléaire. Mais le cornu l'interrompt d'un coup sec. C'est vous, monsieur Poutine, qui avez allumé l'incendie. Et aujourd'hui, vous venez de vous brûler. En direct, devant la planète entière. Le silence retombe un bref instant juste assez long pour que le cornu se tourne vers les chefs d'État, les fixant un à un avec la certitude de celui qui vient de faire vaciller un géant. « Regardez-le bien, dit-il calmement. Voilà le vrai visage d'un tyran quand on ne baisse pas les yeux, un homme sans courage réduit à ses menaces, incapable d'inspirer autre chose que la peur. » Et là, comme un raz-de-marée inattendu, la salle éclate en applaudissements. Même les cornus pourtant prêts à tout semblent surpris. Joe Biden se lève d'un geste lent mais résolu. Ursula von der Leyen suit. Puis un par un, tous les dirigeants du monde libre se dressent applaudissant celui qui vient de mettre Poutine à nu. Au fond de la salle, Xi Jinping reste de marbre. Il ne soutient pas, mais il ne condamne pas non plus. Son silence pèse autant qu'un discours. Pendant ce temps, Poutine, seul figé, subit l'impensable, son humiliation publique mondiale, irréversible. Et il ne peut rien faire, sauf encaisser. Dans la salle de presse, les claviers s'emballent, les visages derrière les caméras n'ont plus l'impassibilité des débuts. Ils le savent, ils viennent d'être témoins d'un tournant. Ce sommet prévu pour être un banal exercice diplomatique s'est transformé en une rupture historique, le moment précis où les démocraties ont cessé de courber l'échine devant l'autoritarisme. Alors que le cornu regagne calmement sa place, il lâche une dernière phrase sèche comme un verdict. « Monsieur Poutine, vous pouvez regagner votre bunker. Le monde libre n'est plus à genoux devant vous. » Et c'est là que tout craque. Poutine se lève, blême, évite les regards et sort précipitamment suivi d'une délégation en lambeaux, comme un empire en ruine. La salle explose alors dans un tonnerre d'applaudissements. Un moment comme celui-ci, il ne s'oublie pas. C'est la première fois depuis bien longtemps qu'un despote est publiquement ridiculisé, et ce devant la planète entière. Il n'aura fallu que quelques heures pour que la planète comprenne qu'elle venait d'assister à un tremblement de terre diplomatique. Les réseaux sociaux en ébullition s'enflamment. Le hashtag « Le cornu vs Poutine » devient viral à une vitesse fulgurante. En moins de 60 minutes, il s'affiche partout des stories Instagram au débat Twitter. Les vidéos de l'échange s'emballent en 24 heures, elles dépassent les 100 millions de vues. Le monde entier assiste fasciné à ce que beaucoup appellent déjà la leçon de courage du siècle. Poutine humilié, la France en première ligne, et le cornu érigé en symbole d'une démocratie qui n'a plus peur. Les rédactions du Globe, elles aussi, s'emballent. Les titres tombent comme des couperets CNN. Un premier ministre français réduit Poutine au silence en direct. BBC, le jour où la légende de Poutine s'est effondrée. The New York Times, 7 minutes. Une voix, un tournant géopolitique signé Le Cornu. Même RT, le mégaphone officiel du Kremlin, a dû lâcher un titre bien à contre-cœur. La machine de propagande s'est embourbée en tentant de maquiller le fiasco, mais l'évidence était trop grande pour être noyée. À Moscou, c'est l'alerte rouge, les couloirs du pouvoir vibrent de nervosité. Les spin doctors de Poutine s'agitent dans tous les sens pour éteindre l'incendie. Mais la maison est déjà en flammes, car pour la première fois depuis son ascension, le maître du Kremlin est perçu comme ce qu'il déteste incarner, un homme affaibli, vulnérable, ébranlé. Et le plus cruel, les images de cette humiliation enregistrées, diffusées, relayées, ont franchi les murs de la censure russe. Même derrière le rideau de fer numérique, la vérité se propage. Le monde n'a pas attendu pour réagir. À peine la claque diplomatique retentit-elle que les premières répercussions se font sentir sur l'échiquier mondial. Les capitales occidentales activent immédiatement les leviers livraison d'armes accélérées. Pour Kiev, soutien militaire musclé, logistique renforcé. L'Ukraine galvanisée reçoit plus que jamais. Et ce n'est pas tout.
Certains pays, jusqu'ici prudents, voire neutres, basculent discrètement mais fermement dans le camp démocratique. Tous ont vu le message, il est possible de tenir tête aux tyrans et ça change tout. Le Cornu n'a pas seulement parlé, il a débloqué une parole mondiale, résume un analyste de Chatamus. Pendant que l'Occident resserre les rangs, les fidèles de Moscou, eux prennent leur distance. La Chine d'ordinaire si bavarde opte pour le mutisme diplomatique. Téhéran d'un ton hésitant gagne du temps. Et même Pyongyang, pourtant fidèle parmi les fidèles, garde le silence. Pas un mot. Sur la scène internationale, Poutine est désormais grille-étranche un expert du MIT. Et en interne, c'est l'effondrement, les sondages s'effondrent, la cote du président plonge. Les oligarques murmurent, l'armée doute, le vernis d'invincibilité s'effrite. L'homme fort du Kremlin n'impressionne plus grand monde, même chez lui. 3 mois après s'être vu publiquement réduit au silence, Poutine tente un revirement diplomatique. Il propose un sommet de réconciliation avec la France. Un appel à la paix déguisé lancé depuis une position de faiblesse. Mais le Cornu ne se laisse pas attendrir. Avant toute discussion, il dégaine ses conditions. Retrait complet des troupes russes du sol ukrainien, réparation intégrale pour les destructions causées, jugement international des responsables de crimes de guerre et la réponse est cinglante. Les dictateurs ont longtemps dicté les règles. Ce temps-là est terminé, tranche le Premier ministre français. 6 mois plus tard, ce qui semblait impossible commence à se produire, l'empire de Poutine se fissure. Des foyers de contestation s'allument dans plusieurs régions russes. Des voix jusqu'alors étouffées osent désormais s'élever. Le régime vacille. Un historien de Harvard résume la chute avec une phrase brutale. Le Cornu a révélé au monde que derrière l'image du titan se cachait un géant aux fondations friables. 12 mois après cette confrontation inoubliable au G20, la peur a changé de camp. Poutine n'est plus un épouvantail. Il est devenu un symbole de déclin. Et les démocraties ragaillardies se redressent. Tout ça pour 7 minutes de courage, 7 minutes qui ont rallumé une flamme qu'on croyait éteinte. Il suffit parfois d'un seul homme au bon moment avec le courage qu'il faut pour faire basculer toute une époque. C'est ainsi que Le Cornu résume dans ses mémoires l'instant où tout a changé. Ce face-à-face restera gravé comme le point de rupture, le jour où l'Occident a tourné la page de la peur, où un Premier ministre français, seul au milieu des géants, a rappelé une vérité trop souvent oubliée, la liberté n'est pas une monnaie d'échange. Mais ce moment n'a pas été qu'un symbole. Il a déclenché une onde de choc. Ce n'est pas juste un épisode marquant, c'est le premier acte d'un nouvel ordre mondial. Ce jour-là, une ère s'est terminée. Et une autre, plus claire, plus ferme, a commencé, définitivement. À peine la confrontation achevée, un effet domino s'enclenche dans les coulisses du pouvoir mondial. Les ambassades s'affolent, les téléphones chauffent et les couloirs des chancelleries vibrent. À Washington, la Maison-Blanche ne perd pas une seconde. Une réunion d'urgence est convoquée par le Conseil de sécurité nationale. Le secrétaire d'État américain lâche une bombe verbale. Le Cornu a fait ce que personne n'osait faire depuis bien trop longtemps. Il a prouvé qu'on peut ridiculiser Poutine et survivre. Le Pentagone, lui, ne perd pas de temps. Les stratèges militaires revoient leurs cartes. La donne a changé, le mythe de l'homme fort s'effondre. Et quand le chef vacille, les soldats doutent. À la CIA, c'est branle-bas de combat. Les agents sont mobilisés pour capter le moindre frisson à l'intérieur du Kremlin. Le directeur de l'agence va droit au but. Ce qu'on voit là, c'est peut-être le prélude à la fin du régime Poutine. Et les élites russes, pour la première fois, le sentent venir. À Londres, derrière les portes de Downing Street, c'est l'euphorie feutrée. Pas de champagne, mais des regards complices et des sourires discrets. Le Premier ministre britannique réunit son équipe déterminée, Le Cornu, à percer la cuirasse de Poutine. À nous maintenant de transformer la faille en ouverture stratégique. Le MI6 aiguillonné reçoit l'instruction claire, intensifier ses actions en territoire russe. Tandis que le corps diplomatique britannique est mobilisé pour tisser des alliances autour d'une position claire fermeté face au Kremlin, plus de complaisance. Côté allemand, la réaction est plus subtile mais tout aussi lourde de sens. Olaf Scholz, encore sonné par le camouflet qu'il a subi de la part de Le Cornu quelques mois plus tôt, ne peut que l'admettre. La France a rebattu les cartes du jeu face à Moscou.
Faire semblant de rien n'est plus une option. Résultat, Berlin change de cap. L'indépendance énergétique devient une priorité nationale. Et le mot d'ordre tombe net, les entreprises doivent se préparer à couper les ponts avec la Russie. Cette fois, l'Allemagne ne veut plus dépendre d'un dictateur. À Varsovie, Riga, Vilnius ou encore Prague, c'est un vent de satisfaction qui souffle fort. Pour ces pays en première ligne face aux ambitions russes, la prise de parole de l'écornu résonne comme une délivrance. Il a mis les mots là où d'autres n'osaient même plus chuchoter. Le président polonais lâche ce que beaucoup pensaient tout bas. Enfin, quelqu'un a eu le cran de dire tout haut ce que nous ruminons depuis des années. Depuis des décennies sous pression russe, ces États ne voient pas ce discours comme un simple acte de bravoure. Pour eux, c'est un tournant stratégique. Sans attendre, ils tendent la main à la France pour renforcer les liens militaires. Coopération, manœuvre, renseignement, tout est sur la table. De son côté, l'OTAN ne reste pas spectatrice. Les quartiers généraux de l'Alliance s'agitent. Il faut repenser les schémas de défense. Si la Russie est affaiblie, alors l'équilibre de la dissuasion est à redessiner. Et cette fois, la voix de Paris y pèsera lourd. En Ukraine, le choc est instantané et monumental. À peine la vidéo de l'humiliation de Poutine fait-elle le tour du monde que le président Zelensky convoque une conférence de presse exceptionnelle. Micro en main, regard déterminé, il lance ce que l'écornu a accompli en 7 minutes. Aucune mission diplomatique ne l'avait obtenu en plusieurs années. Kiev n'applaudit pas seulement un discours, elle y voit une rupture historique. Les images du face-à-face tournent en boucle dans les casernes. Les soldats les partagent massivement comme un cri de ralliement. Si leur chef peut être tourné en dérision comme ça, alors nous avons toutes les chances de les vaincre. Boosté comme jamais, l'état-major ukrainien ordonne une série d'offensives dans la foulée. L'élan est réel, la motivation décuplée. Pendant ce temps, à Moscou, c'est la déroute. Poutine, revenu précipitamment du sommet, se retranche dans les profondeurs du Kremlin. Son entourage s'agite, cherche à sauver la face. Mais rien n'y fait, la gifle diplomatique est trop brutale. Il a été totalement pris de court-glisse, un conseiller à demi-mot. Les services de sécurité russes s'activent, ordre de censure, blocage en urgence. Mais trop tard. Les images ont déjà inondé la toile. Et même derrière la propagande d'État, les Russes découvrent ce qu'ils n'avaient jamais vu, un Poutine démasqué, humilié, incapable de répondre. Une scène impensable, devenue virale. Dans les salons dorés de Moscou, les rires se sont éteints. L'élite économique qui faisait jadis fortune à l'ombre du Kremlin commence à sentir le vent tourner. Un oligarque murmure à ses partenaires d'affaires, la voix blanche. Si Poutine perd la face à l'international, c'est tout notre empire qui s'effondre avec lui. Certains, flairant le naufrage à venir, se rapprochent discrètement d'intermédiaires occidentaux. Objectif, négocier leur survie, loin de l'orbite toxique du maître du Kremlin. Côté militaire, le malaise est palpable. Les généraux déjà secoués par la débâcle en Ukraine regardent leur commandant suprême avec des yeux pleins de doutes. Dans des réunions confidentielles, la question taboue est enfin posée. Peut-on continuer à suivre un homme que le monde entier vient de ridiculiser ? Dans les provinces, le centre n'est plus sacré. Plusieurs gouverneurs inquiets sondent discrètement Paris et d'autres capitales européennes. Ils cherchent des portes de sortie des scénarios alternatifs. Moscou est en train de couler et nous refusons de couler avec lâche l'un d'eux à huis clos. Pendant ce temps, quelques médias indépendants, toujours debout malgré la chape de plomb, osent écrire ce que tout le monde murmure, le masque est tombé. L'image de l'homme fort s'est effondrée sous les caméras du G20. Ces publications, bien que clandestines, circulent comme des étincelles dans une poudrière. Dans les cafés, sur les messageries cryptées, un débat interdit commence à gronder. Que restera-t-il du régime une fois l'illusion disparue? En coulisses, Pékin surveille la scène comme un joueur de Go prudent. Xi Jinping, le regard rivé sur les images de Bali, esquisse une moue calculée. Si le tsar trébuche, tout l'échiquier mondial s'en retrouve bouleversé. Les stratèges chinois, toujours prompts à anticiper, prennent acte. L'ordre tombe, les investissements chinois en Russie doivent être gelés. Pas question que l'empire du milieu soit éclaboussé par la chute d'un allié devenu embarrassant.
Téhéran, de son côté, flaire le changement d'air. Les mollahs, jadis convaincus que Moscou pouvait leur offrir une ombrelle stratégique, revoient leur copie. Un Poutine vacillant ne fera plus rempart face à l'Occident. Des émissaires iraniens commencent donc en silence à sonder les chancelleries européennes, histoire de se ménager des sorties de secours. Même Pyongyang, pourtant expert en déni de réalité, capte le message. Kim Jong-un stoppe soudain ses cargaisons d'armes à destination de la Russie. Mieux vaut geler les livraisons et observer. Quant au pays longtemps non aligné, hésitant entre deux blocs, le théâtre de Bali les a convaincus. Le balancier penche désormais clairement vers l'ouest. L'Inde, le Brésil, l'Afrique du Sud, tous recalibrent leurs relations avec le Kremlin. Ce Poutine-là, il n'intimide plus personne, confie sobrement un haut responsable indien. Il n'aura fallu que 21 jours après l'éclat de Bali pour que les premières fissures s'ouvrent dans le bloc russe. Les conséquences deviennent visibles, concrètes et surtout douloureuses. Plusieurs contrats d'armement volent en éclats les clients internationaux, préférant désormais s'équiper chez les ennemis de Moscou. Pendant ce temps, l'économie russe, déjà à bout de souffle sous le poids des sanctions, vacille un peu plus. Le rouble s'écrase à un niveau jamais atteint, traînant dans sa chute la crédibilité économique du Kremlin. Mais c'est à l'intérieur que la terre commence réellement à trembler. 4 semaines à peine après le clash diplomatique, des foyers de contestation surgissent dans diverses régions. Des manifestants galvanisés par l'image d'un Poutine humilié envahissent les rues avec une audace nouvelle. La police, jusqu'ici bras armés du régime, semble perdre pied. Démoralisée, elle n'a plus ni la force ni l'envie de réprimer. Un souffle de rébellion commence à traverser la Russie. Et cette fois, ce ne sont plus des murmures, c'est le grondement d'une tempête qui monte. 60 jours après le séisme diplomatique de Bali, ce qui n'était qu'un frémissement, devient une véritable déflagration. En Russie, la fronde s'intensifie. Les républiques du Caucase prennent leur destin en main. La Tchétchénie, le Daghestan, l'Ingouchie annoncent froidement qu'elles ne reconnaissent plus l'autorité du Kremlin. Nous ne marcherons plus derrière un homme qui a courbé l'échine devant le monde entier, lâche leur leader sans détour. Pendant que l'armée russe, vidée de ses forces par la guerre en Ukraine, s'efforce de contenir l'implosion, le chaos gagne du terrain. Puis au bout de 3 mois, le scénario jadis jugé impossible se concrétise. Un cercle d'oligarques et de généraux dresse la facture. Il a terni l'image de notre nation, disent-ils, et il est temps de tourner la page. Un coup d'État est lancé. Poutine, reclus dans un bunker devenu prison dorée, regarde les piliers de son pouvoir s'effondrer, les uns après les autres. 6 mois après son humiliation à Bali, le tsar est déchu. Un gouvernement provisoire prend les rênes à Moscou. Composé de visages modérés, il tend la main à l'Ukraine pour ouvrir des négociations de paix immédiates. L'ère du poutinisme est derrière nous, déclare ce nouveau pouvoir. La Russie aspire à redevenir un acteur respecté sur la scène internationale. 12 mois se sont écoulés. Et lorsqu'on se penche sur les livres d'histoire fraîchement écrits, un événement revient sans cesse comme le point de bascule, cette fameuse joute au sommet du G20. C'est là, affirment les chroniqueurs, que le compte à rebours de la fin poutinienne a réellement commencé. Tant que la peur règne, le tyran prospère. Mais le jour où quelqu'un ose lui résister, tout s'écroule, note-t-il. Et Lecornu a été cet homme-là. Aujourd'hui, le monde retient un nom, Sébastien Lecornu, celui qui a mis fin au règne d'intimidation d'un empire sur le déclin. Sur la place devant l'Élysée, sa statue en bronze fait face à la foule, le regard droit gravé de ces mots simples mais puissants. Il a osé dire non à l'oppression. Quant à Vladimir Poutine, il vit ses derniers jours sous surveillance, reclus dans une villa lointaine, devenu une relique pitoyable d'une ère où les despotes pensaient pouvoir tenir le monde à genoux. Cette époque est morte, et elle ne reviendra pas. Les secousses de cette journée mémorable résonnent encore dans tous les secteurs de la société mondiale. Dans les amphithéâtres et les laboratoires de sciences politiques, cette confrontation est désormais étudiée comme un modèle incontournable. Partout où l'on enseigne les relations internationales, on dissèque chaque instant de ce duel. Harvard inaugure une chaire unique, le cornu de la géopolitique consacrée à l'analyse des stratégies de leadership démocratique
face à l'autoritarisme. Nous examinons comment un dirigeant peut désarmer un tyran uniquement avec la puissance de ses idées, explique le professeur titulaire, le regard sérieux mais enthousiaste. De son côté, Oxford met en place un programme complet pour scruter l'effet domino des confrontations diplomatiques. Les étudiants du monde entier décomposent seconde par seconde les 7 minutes qui ont fait basculer l'histoire. Ce moment est devenu notre étalon en matière de courage politique, confie un étudiant de Sciences Po Paris, le regard brillant d'admiration. À Yale, la légende de l'écornu entre au programme. Un séminaire entier est désormais consacré aux méthodes qu'il a utilisées pour neutraliser psychologiquement les autocrates. Les aspirants diplomates américains ne se contentent pas de lire les textes. Ils mémorisent mot à mot les répliques du Premier ministre français comme un manuel de stratégie vivante. Comprendre le 21e siècle, c'est d'abord comprendre Bali, explique un professeur australien, le ton grave mais inspirant. De l'autre côté de l'océan, l'université de Sydney inaugure un institut Le Cornu pour la démocratie. Les chercheurs y analysent minutieusement comment ce moment unique a déclenché des mouvements démocratiques sur tous les continents. L'onde de choc de Bali a libéré des énergies politiques de jusque-là contenues, commente la directrice de l'Institut. Au Japon, l'université de Tokyo ne reste pas en reste. Chaque année, elle organise un colloque international qui explore l'héritage de Bali et la manière dont 7 minutes de courage français ont réécrit l'histoire du monde. Les plus éminents analystes internationaux se penchent désormais sur les répercussions durables de ce face-à-face historique. Le Cornu a démontré que la démocratie peut frapper, pas seulement résister, souligne un politologue japonais. Dans le domaine militaire, le choc de Bali réécrit aussi les manuels stratégiques. L'école de guerre française incorpore la méthode Le Cornu dans la formation de ses officiers supérieurs. Nos futurs généraux doivent comprendre que le courage moral peut peser autant que les chars et les missiles, explique le directeur avec gravité. Aux États-Unis, le Pentagone met à jour ses doctrines, désormais l'art de neutraliser un tyran, par l'intelligence et la stratégie morale figurent dans tous les manuels. Le Cornu nous a prouvé qu'une guerre peut se gagner sans qu'aucun coup de feu ne soit tiré, reconnaît un général américain impressionné. L'OTAN, elle inaugure un centre d'excellence en guerre psychologique démocratique, directement inspiré de ce modèle. Le Royaume-Uni prépare ses officiers à affronter les despotes avec les armes de la démocratie. Même le Mossad israélien s'intéresse de près aux tactiques employées par Le Cornu pour neutraliser un adversaire supérieur en nombre. Voilà l'art de la guerre du XXIe siècle, résume un expert en sécurité entre admiration et respect. Sur le plan économique, le séisme de Bali se fait ressentir jusque dans les salles de marché. La Bourse de Paris s'impose désormais comme la référence incontestée en Europe, reléguant Francfort au second plan. Les investisseurs du monde entier scrutent la France comme un modèle de stabilité et de leadership inspiré par l'audace de Le Cornu. Depuis Bali, investir en France est devenu la tendance incontournable, remarque un analyste de Wall Street, sourire en coin. Les entreprises hexagonales connaissent un véritable boom total. LVMH Airbus pulvérisent leur record de valorisation. L'effet Le Cornu propulse toute l'économie nationale, observe un économiste de l'OCDE. Les fonds souverains internationaux redéploient leurs capitaux vers Paris, tandis que la City londonienne redécouvre l'attractivité française. Le Cornu a rendu à la France l'image d'un gagnant, souligne un trader britannique. Même les banques d'investissement et les hedge funds américains ne veulent plus rester en arrière, elles ouvrent de nouveaux bureaux et déplacent une partie de leurs opérations sur le sol français. On veut être associé à cette dynamique de succès, explique un gestionnaire de fonds new-yorkais. Sur le plan culturel, l'impact de cette victoire diplomatique se transforme en un véritable raz-de-marée mondial pour la France. Hollywood se précipite pour immortaliser la confrontation historique, multipliant les projets de films. L'histoire idéale David face à Goliath au XXIe siècle s'enthousiasme un producteur hollywoodien. Netflix enchaîne avec une série en 6 épisodes retraçant les 7 minutes qui ont bouleversé le monde. Les géants du streaming se disputent férocement les droits de cette saga hors norme. Tout le monde veut mettre en scène l'épopée Le Cornu, observe un responsable de Disney+ avec admiration. Dans l'univers de la mode, Paris retrouve son trône incontesté de capitale mondiale.
Les créateurs français sont plus courtisés que jamais. Le Cornu a remis le glamour sur la carte de la France, commente le directeur de Chanel. Milan et New York voient leur influence vaciller face à cette renaissance parisienne. Les Fashion Weeks internationales accueillent massivement les talents français, consolidant la suprématie créative de la capitale française. Dans l'univers de la gastronomie, l'effet Le Cornu se fait sentir comme un feu d'artifice. Les restaurants français franchissent les frontières et s'installent massivement à l'international. Tout ce qui porte la signature française devient incontournable depuis. Bali observe un chef étoilé émerveillé. Les exportations de vins s'envolent, les produits du terroir hexagonal conquièrent de nouveaux marchés et le savoir-vivre à la française rayonne plus que jamais. L'art de vivre à la française bénéficie pleinement de l'effet. Les Cornu analyse un expert en marketing international. Côté sport, la France capitalise sur cette image retrouvée. Paris décroche l'organisation de compétitions prestigieuses, supplémentaires et l'enthousiasme des responsables olympiques ne tarit pas. Le dynamisme français sous Le Cornu est irrésistible, explique un membre du comité olympique. Les clubs de football tricolores attirent les stars mondiales et même le PSG profite de l'aura Le Cornu, plaisante un journaliste sportif. Le Tour de France étend sa portée sur le plan international, propulsé par cette renaissance nationale. Les sponsors du monde entier se battent pour associer leur nom aux événements français, comme pour toucher un peu de cette magie Le Cornu. Dans le domaine de la technologie, la France devient le nouvel Eldorado. La Silicon Valley transfère une partie de ses activités à Paris, séduite par la stabilité retrouvée. Depuis Le Cornu, l'écosystème français inspire une confiance que nous n'avions jamais connue, confie un dirigeant de Google. Les startups européennes affluent en masse pour s'installer sur le sol tricolore. Le Cornu a créé un climat de confiance unique, note un entrepreneur britannique admiratif. Même les géants asiatiques de la tech multiplient leurs centres de recherche en France. Nous voulons capter le dynamisme français, justifie un dirigeant de Samsung. Dans le secteur spatial, cette influence se matérialise en partenariats renforcés et en ambitions retrouvées. Les agences européennes rapatrient des activités sur le territoire français. La NASA propose des coopérations privilégiées avec le CNES. Le Cornu a redonné à la France une ambition spatiale digne de ce nom, constate un expert en aérospatial. Et même SpaceX, sous la houlette d'Elon Musk, envisage désormais d'implanter une base de lancement en Guyane française, preuve que l'effet Le Cornu dépasse toutes les attentes. Dans le domaine de l'intelligence artificielle, la France devient un véritable aimant pour les esprits les plus brillants du monde entier. Depuis Le Cornu, notre pays surpasse même la Silicon Valley en attractivité, s'enthousiasme un chercheur français. Les campus américains observent avec étonnement leurs étudiants, affluent en masse vers la France, avides d'apprendre. Ils veulent percer le secret de la réussite et du leadership français, explique un doyen de Stanford admiratif. 2 ans ont passé depuis cette confrontation qui a marqué l'histoire et le paysage mondial s'est métamorphosé. La France s'impose désormais comme une superpuissance d'influence et Le Cornu est devenu l'interlocuteur incontournable de tous les sommets internationaux sollicités sur chaque crise planétaire. Sébastien incarne pleinement le leadership du XXIe siècle, reconnaît même un ancien président américain avec admiration. Pendant ce temps, Poutine vit désormais reclus dans un petit appartement à Minsk, sous l'œil attentif des services biélorusses. Les oligarques qui l'entouraient autrefois refusent tout contact et ses généraux l'ont abandonné sans scrupule. Il est désormais l'homme qui s'est fait humilier par un Français, ricane un ancien proche. Les mémoires qu'il tente d'écrire en exil ne trouvent aucun éditeur. Personne ne veut publier les souvenirs d'un dictateur déchu, lui répondent sèchement les maisons d'édition. Même les chaînes de télévision les plus sensationnalistes refusent ses interviews. Poutine n'intéresse plus personne, constate un producteur russe exilé. Lorsque des journalistes tentent de l'interroger sur cette journée fatidique à Bali, l'ancien maître du Kremlin détourne le regard et murmure simplement « Cette histoire est terminée ». Pour le reste du monde, cette histoire ne fait que commencer. Elle s'est imposée comme le symbole universel qu'un seul homme, par son audace, peut réécrire le cours de l'histoire humaine.
Lecornu nous a rappelé que la démocratie, lorsqu'elle ose, est invincible, souligne un éditorialiste du Washington Post. Aujourd'hui, dans toutes les écoles des démocraties, les enfants découvrent cette épopée. Ils apprennent qu'un Premier ministre français a eu le courage de dire non à un dictateur et que ce refus a libéré des centaines de millions de personnes à travers le monde. C'est sans doute le plus précieux legs de ces 7 minutes légendaires, montrer que le courage est contagieux et que la liberté finit toujours par triompher. Oui, vraiment.